Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Salut Éric. Bonjour Ronan. On le connaît pour son célèbre théorème, un peu moins pour sa passion pour les fruits et les légumes. Cuisinons l'histoire vous invite aujourd'hui à la table du philosophe Pythagore qui, durant l'Antiquité, a été présenté comme une grande figure du végétarisme. C'est vrai ça, Éric ? Effectivement, Pythagore, on n'a retrouvé aucun écrit de sa main, donc ça peut être un peu difficile à démontrer, mais quand même, la pensée de Pythagore a été transmise oralement jusqu'à Socrate, et puis ce sont d'autres auteurs, et notamment des écrivains latins comme Ovide, qui, mais là on est plusieurs siècles après la mort du grand mathématicien et philosophe grec, ont évoqué son végétarisme. Pythagore, il a vécu en Grèce entre la fin du VIe siècle et le début du Ve siècle avant notre ère, donc tu vois, il y a un peu plus de 2500 ans. Il avait acquis de son vivant une grande notoriété et il avait attiré beaucoup de disciples. Alors, la doctrine de Pythagore, elle s'appuyait sur la métempsychose. Alors, qu'est-ce que c'est ? La métempsychose, c'est la migration des âmes et leur réincarnation dans un autre corps humain ou animal. D'où, par voie de conséquence logique, le végétarisme. Pythagore proscrivait la consommation de viande parce qu'il affirmait que les âmes des hommes pouvaient être réincarnées dans des corps d'animaux et qu'on pouvait donc, sans le vouloir bien sûr, tuer et manger ses propres parents. Pythagore est considéré comme le premier théoricien du végétarisme, à tel point d'ailleurs que jusqu'au début du XIXe siècle, les végétariens étaient appelés en Occident les pythagoréens, on disait aussi quelquefois les pythagoriciens. De quoi pouvaient se nourrir les végétariens à cette époque ? Au sens strict, le végétarisme, c'est l'abstinence de toute chair animale, c'est-à-dire de la viande au sens large et du poisson. Mais les autres produits animaux, le lait, les produits laitiers, les œufs, le miel, sont la plupart du temps consommés par les végétariens, mais pas par les végétaliens qui, eux, refusent tout aliment d'origine animale. À l'époque de Pythagore, dans la Grèce ancienne, les végétariens pouvaient donc consommer des œufs, du lait, des fromages, essentiellement de chèvres ou de brebis en Méditerranée, et bien sûr tous les aliments végétaux disponibles, en premier lieu des céréales comme l'orge. Alors en Grèce, le blé était moins cultivé parce qu'il nécessite des sols fertiles qui ne sont pas très nombreux en Grèce, ou des légumes secs, donc des fèves, des lentilles, des pois chiches, des pois secs, pas des haricots, qui n'apparaîtront qu'après la découverte de l'Amérique en 1492. On peut consommer, quand on est végétarien à l'époque de Pythagore, des légumes, mais bon, pour la même raison, découverte de l'Amérique plus tardive, pas de tomates, de courges, de pommes de terre, manger des fruits et bien sûr une multitude d'herbes sauvages, d'herbes de cueillette. Le végétarisme éthique a-t-il toujours existé ? Quelle est son évolution au fil des siècles, Éric ? Alors, Ronan, quand tu parles de végétarisme éthique, tu fais bien sûr référence à une des principales motivations du végétarisme, qui est le refus de ce que les anthropologues ont appelé le meurtre alimentaire. C'est tout simplement le fait de devoir tuer un être vivant, un animal, pour le manger. Mais en réalité, la sensibilité à la souffrance animale, c'est une histoire qui est vraiment très ancienne, puisque dès qu'ils en ont eu la capacité, les hommes du paléolithique, c'est-à-dire les chasseurs-cueilleurs nomades de la préhistoire, ont chassé et tué des animaux pour s'en nourrir. Mais on peut penser que ce meurtre alimentaire, entre guillemets, suscitait chez le chasseur un malaise, voire une culpabilité. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que la viande, c'est pas un aliment comme un autre. La viande, qu'est-ce que c'est ? C'est de la chair, du muscle, du sang. Or, nous, les humains, nous sommes également faits de chair, de muscle et de sang. Il y a donc, avec l'animal chassé, un auroch, un cheval, un cerf, un bison, etc., une proximité biologique. En d'autres termes, l'animal était perçu par l'homme de la préhistoire comme un quasi-semblable. Et donc, manger un autre soi-même, si tu veux, pouvait poser problème. Et puis, deuxième raison, pour pouvoir manger de la viande, il fallait bien sûr nécessairement que l'animal, ce quasi-semblable donc, soit tué. En plus, quand l'homme est devenu éleveur au néolithique, la proximité biologique qui existait avec l'animal s'est renforcée d'une proximité affective. Tous les jours, l'animal d'élevage, on le côtoie, on le nourrit, on le soigne quand il est malade et puis on s'y attache.
Mais cette culpabilité n'a pas empêché les hommes de tuer les animaux pour s'en nourrir. Oui, c'est vrai, mais les ethnologues ont quand même mis en évidence l'existence de ce qu'on pourrait appeler des stratégies de gestion du meurtre alimentaire. C'est-à-dire que, bien qu'ils étaient amenés à tuer l'animal pour le manger, les humains ont trouvé des moyens d'atténuer leur culpabilité, leur malaise, et puis aussi de minimiser la souffrance de l'animal. Et comme le font encore les derniers peuples de chasseurs-cueilleurs actuels, le chasseur de la préhistoire, avant de décocher sa flèche ou de lancer sa sagaie, il récitait des prières, il demandait aux esprits ou à l'esprit de l'animal l'autorisation de le tuer, il remerciait l'animal de lui donner sa vie ou lui demandait pardon, etc. Et parfois le chasseur attendait même que l'animal, à un moment ou un autre, finisse par baisser la tête, et il l'interprétait comme le signe que l'animal acceptait d'être mis à mort pour que l'homme, lui, puisse survivre. Alors dès l'Antiquité, la stratégie de gestion du meurtre alimentaire la plus efficace, la plus radicale aussi, c'était tout simplement d'être végétarien, de ne pas manger du tout de viande ou de poisson. C'est ce qu'ont décidé de faire certains philosophes de la Grèce antique et leurs disciples. Alors on a parlé de Pythagore, on aurait pu également évoquer Théophraste, un élève d'Aristote qui a vécu au IVe siècle avant notre ère. Lui, Théophraste, c'est le premier théoricien de l'antispécisme, c'est-à-dire qu'il refuse que l'espèce humaine soit placée hiérarchiquement au-dessus des animaux. Et il considère qu'il est injuste de tuer des animaux qui ne nuisent pas à l'homme. Alors un autre philosophe végétarien de l'Antiquité, Plutarque, lui a vécu au 1er siècle, c'était un citoyen romain d'origine grecque. Il a composé plusieurs traités relatifs aux animaux, dont le plus connu a pour titre « S'il est loisible de manger chair ». Il considère, Plutarque, que les animaux étant dotés d'une âme, il ne faut les tuer et les manger que dans les cas extrêmes, d'extrême nécessité. Dans l'Antiquité, et puis encore aujourd'hui, le végétarisme est pratiqué par certains groupes sociaux et religieux. Alors c'est le cas des moines ou des gens laïcs très pieux dans le bouddhisme, mais aussi dans le jaïnisme, qui est une religion née en Inde il y a 2500 ans, donc en même temps que le bouddhisme. C'est aussi en Inde, dans le cas des brahmanes, dans l'hindouisme, qui sont végétariens pour ne pas avoir à tuer des animaux. Y avait-il d'autres stratégies de déculpabilisation que de devenir végétarien ? Oui, une autre stratégie, c'est celle du sacrifice. Alors, sacrifier l'animal, qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement ? Ça veut dire rendre sacré l'acte de mise à mort de l'animal. Et on sait que chez les Égyptiens anciens, les Grecs de l'Antiquité, les Hébreux, les Romains, mais aussi dans des populations de l'Inde ancienne, de l'Amérique précolombienne, les animaux d'élevage devaient être sacrifiés sur un autel de la main d'un prêtre et lors d'un rituel religieux dans le but de rendre hommage aux divinités. Autrement dit, on ne tuait pas l'animal juste pour assouvir une pulsion primaire, une envie de manger de la viande, mais, ce qui était beaucoup plus noble, pour honorer les dieux, pour leur rendre hommage. Et ça, c'était déculpabilisant. Et puis, autre chose, c'est que l'animal qui était sacrifié sur un autel, comme je l'ai dit, il devait obligatoirement être partagé lors d'un banquet collectif, comme si on voulait partager aussi la culpabilité entre tous les convives qui participaient donc à ce repas, diviser en quelque sorte cette culpabilité pour qu'elle soit moins lourde à porter pour l'individu qui avait pratiqué le sacrifice. Et tu sais qu'aujourd'hui, encore, les pratiques d'abattage kasher chez les juifs, halal chez les musulmans, demeurent encadrées par la religion. C'est Yahvé ou Allah qui va autoriser, sous certaines conditions strictes, avec l'autorisation d'un imam ou d'un rabbin, autoriser l'abattage de l'animal. Et les textes religieux précisent que le sacrificateur doit être expérimenté, que ça ne doit pas être un débutant, que son couteau doit être bien aiguisé pour faire souffrir le moins possible l'animal. Comment les choses ont-elles évolué au cours du temps en Occident ? Alors le christianisme a acté la supériorité de l'homme sur l'animal, considérant que l'homme est le centre, le maître de la création divine, et que l'animal, comme il n'a pas d'âme spirituelle, d'âme éternelle, on peut le dominer, on peut l'exploiter, on peut le mettre à mort. Alors, ce qui ne veut pas dire que la cruauté envers l'animal était considérée comme une bonne chose, mais en tout cas, il y a cette relation de supériorité qui est établie de l'homme par rapport à l'animal. Et puis au XVIIe siècle, Descartes, le philosophe, va renforcer, on le sait bien, la vision d'un animal machine au service de l'homme. Par exemple, Descartes considère que l'animal
Il n'a pas d'émotion, il n'a pas de pensée, de raison, d'intelligence, il ne ressent même pas la douleur. D'ailleurs, Descartes comparait les cris de souffrance d'un animal au grincement d'une horloge dont les rouages sont grippés. Et cette perception-là de Descartes, elle restera dominante jusqu'à finalement une époque très récente, jusqu'au XXe siècle. Oui, c'est au siècle des Lumières que la souffrance animale est prise à nouveau en considération. Oui, là, il y a de nouveau une nouvelle conscience qui émerge ou qui réémerge. Et cette prise de conscience, elle apparaît d'abord en Angleterre avec des philosophes comme Jeremy Bentham. C'est des philosophes qui ont inspiré les mouvements actuels pour le droit des animaux, les mouvements de libération animale, etc. Alors il faut attendre encore un siècle, après le siècle des Lumières, pour qu'en France on crée en 1845 la SPA, donc Société de protection des animaux. Le mot anglais, vegetarian, il apparaît en 1838 et en 1847 est fondée en Angleterre la Vegetarian Society. En France, 1850, il y a une loi qui est promulguée, la loi Grammont, qui va punir les mauvais traitements infligés aux animaux dans l'espace public. Oui, mais dans l'espace privé, tout est permis. En fait, cette loi Grammont, elle ne visait pas à protéger les animaux, mais plutôt les enfants d'éventuelles scènes de cruauté envers les animaux auxquelles ils auraient pu être exposés dans la rue et qui auraient pu leur donner des idées de violence. Quelles sont les autres figures célèbres qui se sont indignées du sort réservé aux animaux ? Alors je pense à Léonard de Vinci, qui était probablement végétarien, même si c'est encore un petit peu discuté par les historiens. Et puis à la même époque que Léonard de Vinci, en France, Michel de Montaigne, qui lui mettait à égalité l'homme et l'animal, car l'animal, estimait Montaigne, était capable de penser et de communiquer. D'ailleurs, Montaigne a écrit une petite phrase que j'ai quand même envie de citer, Ronan. Il dit « Leur stupidité, leur prétendue stupidité de bête surpasse notre divine intelligence ». Alors je pourrais également citer Jean-Jacques Rousseau, un autre végétarien, ou encore Voltaire. Voltaire qui va s'opposer à Descartes. Voltaire pense que les animaux sont dotés de pensée, d'ingéniosité, de sentiments. Ils sont capables d'apprentissage, de mémorisation. Un autre contradicteur de Descartes et de son idée d'animal-machine, ça a été Jean de La Fontaine. Et puis parmi les végétariens célèbres figure aussi l'écrivain russe Tolstoï. Victor Hugo, lui, déclarait pour sa part « pas de bête qui n'ait un reflet d'infini ». Et pour être un tout petit peu plus proche de nous, on peut parler également de Louise Michel, grande figure de la Commune, qui était végétarienne, et l'écrivaine Marguerite Yourcenar, elle aussi, qui était végétarienne, qui consommait quand même malgré tout du poisson. Quelques chiffres du végétarisme en France, Eric. Quelle tendance pour le futur ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont on a parlé, qui est le refus de la souffrance et de l'exploitation des animaux, c'est quand même une des principales motivations des personnes qui deviennent végétariennes ou véganes. Mais ça n'est pas la seule. S'y ajoute parfois, et même souvent, des considérations de santé, c'est-à-dire que certaines personnes voient dans la viande un aliment dangereux en soi, alors qu'en réalité, c'est pas la viande, c'est l'excès de viande et de viande de mauvaise qualité qui peut poser problème, de bien d'ailleurs que les types de cuisson. Et puis plus récemment, en plus de ces préoccupations de santé, sont apparues des préoccupations en lien avec l'environnement et le climat. Alors il est indéniable que l'élevage de ruminants, c'est-à-dire de vaches, de chèvres, de moutons, émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais au moins en partie. Ces émissions peuvent être compensées par la présence de prairies qui sont des puits de carbone et qui sont aussi des espaces de préservation de la biodiversité. Ce que l'on pointe également du doigt, ce sont les pollutions des sols, de l'eau, de l'air, dues aux élevages industriels. Et puis une autre motivation chez certains végétariens, c'est la sécurité alimentaire mondiale. Ils affirment que les terres consacrées à la production de viande, qui est quand même l'aliment des riches, eh bien ces terres, elles pourraient être converties en production végétale pour les humains, ce qui permettrait de nourrir plus de monde et notamment les pauvres de la planète. En France, on n'observe pas pour l'instant de basculement massif vers le végétarisme. Non, pas du tout. C'est vrai que les études sérieuses montrent que la proportion de végétariens et végétaliens dans la population française, c'est aux alentours de 3%. Alors c'est vrai qu'il y a des différences selon les groupes sociaux. On sait que les personnes végétariennes sont davantage des femmes que des hommes, sont plutôt jeunes, ont un niveau d'études et un revenu plus élevé que la moyenne des Français, sont des personnes plus actives dans des associations, plus nombreuses à vivre dans le centre des grandes villes, etc.
Et puis même s'il y a davantage, comme je le disais, de jeunes parmi les végétariens que dans l'ensemble de la population française, eh bien, les plus gros consommateurs de produits carnés, eh bien, ce sont les jeunes. 50% des 18-24 ans mangent des produits carnés, viande, charcuterie, volaille, au moins une fois par jour, 50%, contre seulement 25% dans la population générale. Donc c'est un constat qui est totalement contre-intuitif. Alors bien sûr, pour ces jeunes, il ne s'agit pas d'entrecôte achetée chez le boucher du quartier, mais de kebab, de burgers, de sandwich au poulet, de charcuterie, etc. Donc très peu de végétariens en France, tu le disais, mais une tendance tout de même à la baisse de consommation de viande. Oui, c'est ça la vraie tendance de consommation en France. C'est pas le végétarisme parce que culturellement, la viande, elle reste pour beaucoup de nos concitoyens le cœur du repas. On l'aperçoit comme un aliment convivial. Et d'ailleurs, la majorité des Français, quand on les interroge, ils ont du mal à imaginer ne pas servir de viande, à la rigueur du poisson, aux personnes qu'ils invitent chez eux à manger. En fait, le véritable mouvement de consommation, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure à propos des végétariens, c'est ce qu'on appelle le flexitarisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le flexitarisme ? C'est le fait de réduire sa consommation de viande et de produits animaux pour des raisons qui sont autres, bien sûr, qu'une limitation financière ou un faible pouvoir d'achat. Et donc là, on considère, c'est un peu vague comme notion, mais qu'un Français sur 3 serait aujourd'hui dans cette dynamique de flexitarisme. C'est la tradition. Eric, on termine avec une question existentielle, l'explication d'une expression ou même d'une tradition. Aujourd'hui, je voudrais savoir pourquoi on ne doit pas couper la salade avec son couteau. Alors effectivement, dans notre tradition gastronomique française, la salade, on ne la coupe pas, on la déchire. Ça fait partie d'un certain savoir-vivre à table. Alors il y a aussi peut-être une raison objective à cela, c'est que le métal du couteau, s'il n'est pas en inox, il est en contact avec le vinaigre et donc ça peut s'oxyder et ça peut oxyder également les feuilles de salade et du coup celles-ci vont avoir des bords brunis ou noircis, ce qui, tu en conviendras Ronan, n'est pas très appétissant. Donc le bon usage, la bonne manière de faire, c'est de replier la salade sur sa fourchette à l'aide d'un bout de pain. Super, merci beaucoup Eric pour cet épisode et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à partager cette émission. À très vite pour un nouveau Cuisinons l'Histoire. À bientôt Eric. À très bientôt Ronan.